Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. On sort un peu du mode webinaire du sommet. On trouvait ça plus sympa un peu de voir les gens, au moins pour la fin. Donc il y a des personnes qui arrivent en salle d'attente. Faut juste que je vous nomme administratif. Non mais quoi? Donc merci à toutes d'être là. On espère que le sommet vous a plu. Et on joue un peu les prolongations aussi parce que Émilie et Marion, leur conférence, était en replay. Donc c'est l'occasion aussi de poser des questions. Donc ce format, on le propose de temps en temps chez Mille et une tribus. C'est vraiment un format qui est dédié aux pros, qui ont l'habitude de recevoir des jeunes parents qui ne sont pas forcément formés au sommeil, mais qui du coup ont souvent des questions, ou alors parfois sont formés et ont quand même des questions. Et donc Émilie et Marion prennent le temps d'y répondre. Donc on est vraiment sur un mode interactif. On vous invite à mettre les questions dans le chat, mais on n'est pas si nombreuses que ça. Donc même si vous levez la main en interagissant en bas, on peut peut-être même donner la parole. Donc c'est vraiment un moment pour vous que vous construisez. On part de vos cas. Voilà. Donc Émilie et Marion, c'est les deux formatrices de la formation consultante sommeil sur Mille et une tribus. Donc aujourd'hui, on prend le temps de répondre à des questions sommeil que vous avez dans votre pratique, éventuellement si vous avez des questions sur la formation, mais ce n'est pas une obligation. J'ai un petit imprévu, donc je suis avec là, vous, pour le début, et après, il va falloir que j'aille chercher ma fille, ce qui n'était pas du tout prévu, mais je vous laisse aux mains de Marion et Émilie. Merci Flora. Merci Flora. Donc c'est ouvert. Soit vous avez envie de prendre la parole et de nous exposer un cas que vous avez, des questions que vous êtes posées dans votre pratique, comment accompagner, ou est-ce que c'est vrai ou pas vrai, est-ce qu'est-ce qui relève du mythe ou non. Euh, Donc soit vous prenez la parole, soit dans le chat. C'est ouvert, c'est à vous. J'ai fait une bêtise. Est-ce que certaines d'entre vous avaient déjà des questions en tête ou que vous aviez notées sur lesquelles vous auriez voulu qu'on échange? Il y a encore du monde qui arrive un petit Ouais. peu. Ouais, on va laisser un peu tout le monde arriver, se connecter. Ça peut être, vous pouvez poser des questions soit à l'écrit dans le chat, soit effectivement on peut ouvrir un micro et puis échanger à l'oral, que ce soit sur le sommeil de l'enfant, sur voilà, les formations sommeil s'il y a besoin également. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, j'avais éteint mon micro parce que je suis en voiture et j'avais peur de parasiter les échanges. Euh, je suis sage-femme et j'ai l'impression, en tout cas, j'avais l'impression que allaitement et sommeil nocturne, ça n'allait pas forcément de pair. Alors, j'ai été intéressée par la conférence qu'il y a eu et les explications qu'on a données, mais je voulais savoir si vous aviez un peu des trucs et astuces, faciliter le réendormissement des mères, faciliter la récupération dans les nuits des mères allaitantes. Les autres. Ouais, effectivement, la question de l'allaitement et du sommeil, c'est une question qui revient quand même régulièrement en consultation. Alors, pour le coup, je suis consultante en lactation, donc je pense que j'attire aussi, c'est une grosse proportion de mes consultations sommeil de l'enfant, effectivement. Il y a vraiment beaucoup de choses autour de l'allaitement et probablement beaucoup à travailler autour du confort, en tout cas, qu'on peut amener aux familles qui pratiquent l'allaitement, parce qu'en fait, euh, parfois, ce qui va fatiguer le plus les mères, ça va être tous les temps en dehors des tétés, et le fait de devoir se lever, changer de pièce, parfois même changer d'étage pour faire une tétée, pour pouvoir revenir dans son lit. Et parfois, en fait, simplement quand on peut ramener
un peu de confort, un peu de proximité, on se rend compte que des fois ça fonctionne un petit peu mieux. Voilà, après là je fais une réponse généraliste, ça va dépendre aussi de l'âge de l'enfant aussi. On sait qu'il y a des périodes où il peut y avoir des tétées nocturnes plus fréquentes, des périodes qu'on appelle pics de croissance, des moments un peu charnières dans la vie de l'enfant avec des événements particuliers aussi. Mais on s'attend aussi à ce qu'il y ait d'autres périodes avec des tétées qui s'espacent un peu plus. Donc on va venir aussi explorer, est-ce que c'est tout le temps? Enfin, est-ce que depuis toujours, en fait, c'est un bébé qui tète toutes les heures la nuit? Ou est-ce qu'on est sur un moment ponctuel et on n'aura du coup pas la même réponse en fait en fonction de l'histoire. Voilà. Et puis oui, on va. C'est difficile de faire des réponses générales, je Mm. trouve, sur ce sujet. Je sais pas Bah Mm. après, Et est-ce qu'on a faux? Ah, l'allaitement en soi favorise le réendormissement du côté de la mère et de bébé. Après, parfois, la difficulté va se retrouver dans le fait de devoir reposer ce bébé aussi dans un lit. Et quand c'est le cas, et encore une fois, en fonction de l'âge de bébé, en sécurité, on peut venir questionner aussi ce lit. Est-ce que passer sur un lit au sol quand il y a un allaitement, ça peut être plus facile pour permettre à la mère d'allaiter allongée et de retourner faire les tétés dans la nuit, par exemple? Voilà, c'est vrai que c'est assez du cas par cas en fonction de l'âge de l'enfant, de la situation et de la difficulté finalement que vivent les parents et que vit cette maman. moi, personnellement, je suis en plein travaux pratiques avec un bébé de 6 mois et j'en ai pris mon parti. Je fais du cododo dans le même lit, de façon sécurisée, etc. Mais ça reste un tabou pour beaucoup, beaucoup de couples et je trouve que j'ai du mal à laisser passer l'idée qu'on puisse partager son lit avec un bébé et qu'il faut privilégier le repos, quoi. Est-ce que vous, d'un point de vue de la culture sociétale, vous avez des trucs et astuces aussi pareils pour essayer de faire passer le confort, le pratique versus le théorique, quoi. Je trouve que je me confronte beaucoup à ça en consulte. Ouais, on a un gros ancrage culturel, Mm. hein, clairement, Mm. Mm. qui est présent de façon assez forte, effectivement. Il y a pas mal de parents qui s'en affranchissent. Maintenant, bah, il faut toujours venir vérifier que ce soit fait de façon sécuritaire. L'enjeu, il reste là quand même. C'est ça, on s'en parlait là juste avant, Mm. toutes les deux en fait. C'est vrai qu'on a quand même un certain nombre de familles qui encore vont se dire, bah, est-ce que finalement j'arrête pas l'allaitement pour que mon bébé dorme mieux? Euh, et, et du coup, enfin, c'est une question qui reste quand même très fréquente. Avec cette question de l'alimentation nocturne, jusqu'à quand, jusqu'à quel âge, avec tous les mythes qui tournent autour de ça. Dans le cadre de l'allaitement, oui, en fait, il y a régulièrement, pas chez tous les bébés, hein, voilà, mais régulièrement, il y a des tétées nocturnes qui peuvent perdurer un peu avec le temps. Ça va dépendre aussi parfois bah, des possibilités de téter dans la journée. Euh, on remarque qu'il y a des âges charnières avec des enfants qui sont très explorateurs et qui du coup vont faire disparaître un certain nombre de tétés dans la journée, qui vont venir se rattraper sur la nuit. Donc parfois, on arrive un petit peu à équilibrer les choses avec des rituels en journée autour des tétés, voilà, qui vont du coup être un peu plus, je dirais, proactifs de la part de la maman. Pour éviter un certain nombre de rattrapages nocturnes, voilà, mais ça peut ne pas suffire, effectivement, ça va dépendre de pas mal de paramètres, de l'âge de l'enfant de nouveau, mais ouais, Ça dépend beaucoup de c'est un la vrai fréquence des projet. tétés la nuit aussi, Ouais, en c'est ça. fait, et puis de la façon dont c'est vécu. Il y a certaines femmes pour qui 3, 4 tétés dans la nuit, ça va être voilà, plutôt un rythme de croisière, facile à tenir, et puis pour d'autres, bah, elles vont être épuisées avec ce rythme-là. Et certainement qu'il y a quelque chose autour du confort, comme disait Émilie. Parfois, voilà, on s'épuise à faire des allers-retours parce qu'on s'est dit que finalement ce bébé devait être dans sa chambre, et peut-être que c'est juste de pouvoir mettre un matelas d'appoint pour le parent dans la chambre de ce bébé s'il est dans sa propre chambre, par exemple, ou de pouvoir effectivement sécuriser ce cododo encore une fois en fonction de la situation, de la problématique, de l'âge de l'enfant, etc. Mais clairement, il y a souvent
des ajustements de confort à faire dans un premier temps, effectivement. Alors, il y a eu des questions dans le chat. Ouais, c'est ça. On va pouvoir reprendre un peu les questions du chat qui sera pas disponible sur le replay. Donc, du coup, on va vous les lire. Je trouve aussi, que pensez-vous du récit Ah oui, chuchoté? le récit chuchoté, ouais. Du coup, je me permets. Ouais, vas-y. Euh, Moi, le récit chuchoté, donc je l'ai découvert avec Ingrid Baillot, du coup, qui est une sage-femme qui vit au Canada et qui en parle pas mal dans ses formations. Euh, donc le récit chuchoté peut permettre parfois de venir raconter à son enfant un certain nombre d'événements de sa vie, alors qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais qu'on peut penser que ça a un impact, en tout cas sur son comportement aujourd'hui. Voilà, ça peut être des événements familiaux, une naissance qui a été traumatique, des séparations, une Des événements histoire de vécus. famille, voilà Mm. un certain nombre d'événements vécus. Et c'est pas toujours facile de le dire à son enfant simplement. Et parfois de passer par le récit chuchoté peut permettre ça. Ça vient poser des mots sur son histoire. Ça permet aussi de dire que bah, il y a un certain nombre d'émotions qui étaient en fait plutôt mes émotions à moi de maman en fait, voilà, et que ça lui appartient pas et qu'il peut aussi se libérer de ça. Donc le récit peut venir soutenir effectivement un certain nombre de choses auprès de l'enfant. Pourquoi pas? Enfin, dans certaines situations, Mm. ça peut être une bonne idée. Mm. Et en fonction de l'âge de l'enfant et de l'intérêt du parent, ça peut être aussi, si les récits chuchotés ne parlent pas, un support photo, en montrant des photos et puis en pouvant, voilà, dérouler un petit peu l'histoire de cet enfant. Je trouve aussi parfois la barrière un peu floue quand on dit aux parents d'intervenir quand son bébé pleure pour ne pas le laisser pleurer, mais aussi le fait d'intervenir trop vite car l'enfant n'est pas dans un réveil franc et peut se rendormir seul, voire se trouve dans un sommeil agité. Ouais, je comprends. C'est vrai que on est assez dans des situations binaires où à la fois on dit il faut pas laisser pleurer un bébé, à la fois parfois on dit bah laissez-le pleurer, il va finir par s'endormir, et à la fois on dit ben il faut pas intervenir trop vite, sinon on peut majorer un réveil. Peut-être que on peut se dire qu'on n'a pas besoin de diaboliser les pleurs, mais que ces pleurs, ils doivent être accompagnés. Euh, En tout cas, c'est la façon dont on accompagne, nous, les familles, pour plein de raisons qu'on pourrait mettre beaucoup de temps à détailler. Sur la question de l'intervention, parfois un peu rapide, c'est vrai qu'on peut avoir des parents qui sont dans une certaine hypervigilance, euh, qui ressentent aussi cette pression autour de justement, il faut pas que je laisse mon enfant pleurer parce que c'est mauvais pour son développement, etc. Et donc j'interviens le plus vite possible, ou dans des inquiétudes. Parfois, il s'agit de nuancer un petit peu et de leur proposer d'observer les différentes manifestations. Effectivement, on peut avoir des bébés qui vont avoir certaines manifestations nocturnes, des petits gémissements, un cri isolé, voilà, où finalement, on ne sait pas trop. Il s'agit pour les parents de pouvoir s'écouter un petit peu et voilà, de les inviter à écouter leurs sensations. Et puis peut-être juste à se dire, bah, en fonction des manifestations, déjà, on se prend trois grandes respirations, on voit où on en est. Et puis peut-être qu'on se précipite pas tout de suite dans la chambre de bébé. Voilà, on se laisse un tout petit peu de temps. Bien évidemment, c'est pas le cas si on a des pleurs intenses d'un coup, des hurlements. Voilà, on y va, on intervient de façon beaucoup plus réactive. Il se trouve aussi que le contexte hormonal est quand même beaucoup moins favorable au réendormissement passé 3 heures du matin. Donc souvent, des interventions plus réactives sont plus aidantes quand c'est le début de nuit. Voilà, si on a juste quelques gémissements, on peut se laisser un petit peu de laps de temps en fonction des manifestations de bébé. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. L'intérêt des trois respirations, c'est pas tant de se dire je me précipite pas ou je ne dois pas y aller ou d'essayer de freiner quelque chose. Ouais. C'est plutôt en fait de réfléchir aussi à la manière dont on intervient. Moi, je me souviens d'un papa que j'ai eu il y a pas longtemps et quand je lui demandais justement quand son fils pleure, vous faites quoi? Finalement, il courait.
Du coup, il se levait vite Mm. et il courait jusqu'à la chambre de son enfant et il débarquait comme ça. Et en fait, l'intérêt des 3 respirations, c'est justement ça. En fait, c'est d'avoir ce léger temps très introspectif qui vient me dire simplement, non, en fait, là, il n'y a pas le feu dans la maison. Tout va bien, mon enfant est en sécurité. Et de pouvoir arriver dans cet état-là. Et pour l'enfant, ça a quelque chose de très sécurisant, en fait, d'avoir son parent qui arrive, voilà, de manière calme. C'est pour ça qu'on dit 2, 3 respirations. Nous, à aucun moment, on va dire c'est plutôt 5 minutes ou plutôt je sais pas quoi, parce qu'en fait, c'est très dépendant de chaque parent, ça. Mm. Combien de temps il va me falloir, finalement, pour moi-même me dire, non, mais en vrai, tout va bien. Et du coup, j'arrive dans cet état. Et effectivement, ça va être plutôt bénéfique d'intervenir de cette manière-là plutôt que de se précipiter à ce Ouais. moment-là. Mm. Parce qu'en termes de co-régulation, ça veut dire qu'on a aussi un parent qui arrive plus apaisé pour prendre soin de ce bébé plutôt qu'un parent qui est en état d'alerte. Et voilà, il y a des choses qui vont se passer du côté de la co-régulation émotionnelle aussi pour ce bébé. Oui, merci. Ok, super Marine. Camille, bonjour, on a une problématique de sommeil avec un enfant âgé de 2 ans. L'enfant est couché très tardivement entre 22h30 et minuit, voire 1h du matin. Il arrive à 7h30 à la crèche en dormant. Il dort 2 heures le matin et 2 heures, voire 3 heures l'après-midi. Doit-on le laisser dormir? Il est donc décalé avec les autres enfants, moins de moments de collectif, moins de participation à des activités. Il est présent de 7h30 à 18h à la crèche du lundi au jeudi. Et le vendredi en demi-journée, l'équipe se demande si on doit le laisser dormir et si oui, combien de temps. Euh, Là, ça serait intéressant que les parents puissent remplir, par exemple, un agenda de sommeil pour se rendre compte un peu du rythme et des besoins de cet enfant. Euh, de regarder, d'être certain qu'il n'y ait pas un inconfort ou un frein euh, physique qui fait que les endormissements soient difficiles, qu'il y ait beaucoup de sommeil en journée. Et a priori, on a un ajustement du rythme effectivement à mettre en place, sachant que le quota de sommeil, il n'est pas extensible, que l'enfant a besoin d'avoir une certaine pression de sommeil aussi pour s'endormir le soir. Et de voir ce qui est fait de tous ces temps d'éveil dans la journée en termes d'exploration, de qualité d'éveil. Et effectivement, vous disiez dans le message que du coup, il y a moins d'interaction sociale aussi, il y a moins de participation aux activités, donc il y a aussi moins de stimulation. Donc, ça me dérange un peu d'avoir une réponse très précise parce que c'est qu'un petit morceau de tout ce qu'il peut y avoir. Mais a priori, ça peut valoir le coup de se questionner un peu sur est-ce que on a un enfant qui du coup s'endort tard, a du mal à se réveiller le matin, donc est fatigué en matinée, donc il dort en matinée, il dort l'après-midi, et donc le soir ça devient à nouveau difficile. Est-ce qu'en ajustant le sommeil en journée, en proposant plutôt un temps calme, ou à 2 ans on peut jouer sur la durée des siestes, en ajustant la durée de la sieste du matin, voir si c'est voilà plus facile aussi dans ces cas-là de mettre la sieste de l'après-midi un peu plus tôt, d'avoir un temps d'éveil plus adapté en soirée. Il y a, a priori, là, comme ça, sur le papier, il y a des ajustements de rythme à faire, mais il faudrait s'assurer que ce soit que ça, quoi. Ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est comment enfin, les parents vivent ces soirées. Voilà, est-ce que ça dure longtemps aussi parce que finalement, il y a un espèce de rendez-vous qui s'est créé le soir, et que finalement, ce petit moment un peu suspendu entre 21h et 23h, c'est un truc entre eux. Mm. Voilà. L'environnement de sommeil proposé, comment se passe la soirée C'est avec les ça, parents. pour le rituel. En fait, ça doit se faire conjointement, c'est-à-dire que d'un côté, il faut effectivement que le rituel de dodo puisse se huiler un peu avec voir comment on peut mettre des temps de qualité qui sont pas à 22 heures, par exemple. Enfin, voilà. Et puis de l'autre côté, pourquoi pas venir soutenir ça progressivement à la crèche, voilà, et voir si ça s'inverse. Mais là, effectivement, sans savoir ce qui se passe à la maison, c'est toujours un petit peu difficile de répondre. En Mm. fait, là, quand je vois qu'il dort Mm. 2 heures le matin et 3 heures l'après-midi, ça dépend aussi de l'heure à laquelle il se réveille, de cette grosse sieste de l'après-midi, sachant qu'il a Oui. déjà dormi le matin. Mm. C'est sûr que si cet enfant se réveille, par exemple, à 17 heures l'après-midi, ben, à cet âge-là, il a quand même besoin d'avoir
une qualité de temps d'éveil et de stimulation aussi en fin de journée, un besoin de régulation sensorielle aussi qui vient s'exprimer sur cette fin de journée-là et qui donc, bah, si c'est pas rempli, peut venir s'exprimer au moment de se coucher et rallonger tout ça, plus une certaine pression de sommeil en quantité également. Et donc, bah, effectivement, ça vient générer des endormissements plus tardifs, mais c'est rare dans toute situation qu'il n'y ait qu'un élément qui vienne expliquer à la fois les causes des perturbations et qui viennent apporter des améliorations. Il y a le rythme, mais il y a certainement pas que ça. Alors là, non, tu voulais. Non, non, je crois que c'est. Je vérifie juste qu'on Ouais. est. Ouais, c'est ça. La question suivante, c'est quel conseil aux parents en cas d'allaitement avec des rattrapages nocturnes? Plus Flora, merci, bon courage. Avec des rattrapages nocturnes, si l'enfant est accueilli en collectivité comme en crèche et boit très peu là-bas. Mm. Euh, donc, quand on est face à des enfants qui se nourrissent peu en l'absence de leur maman, on va aller chercher un peu pourquoi. Voilà, est-ce qu'il y a une cause physique? Est-ce que c'est par exemple, on lui a proposé que des biberons et du coup, il est en difficulté par rapport à ce mode de succion-là. Bon, je suis tentée de dire en première intention d'orienter du coup vers une consultante en lactation pour pouvoir faire un peu un bilan autour de tout ça. Voilà, si il n'y a pas de problématique particulière identifiée autour de la succion ou autre, mais qu'on est plutôt face à un bébé qui clairement sait comment faire. Souvent, on le sait, on a des bébés qui parfois vont prendre et parfois vont pas prendre. Donc, voilà, et on arrive à voir finalement qu'ils sont pas en difficulté, ils s'étouffent pas sur la tétine, ils ont pas de haut de cœur, il y a pas de signe particulier, simplement qu'il y a des jours, en fait, ils ferment la bouche ou ils mettent le pouce ou ils tournent la tête. Ils manifestent clairement qu'ils veulent pas et parfois très tôt, hein. Enfin, ça peut être dès quelques mois de vie. On a des enfants qui font ça. Moi, j'ai tendance à dire que du coup, on va plus chercher à donner beaucoup de lait. On va surtout chercher à créer quelque chose de très positif autour du repas. Mm. Donc, par exemple, si c'est un bébé qui a 3 4 mois, on va ritualiser en fait, par exemple, tous les matins. On va venir l'installer. Alors, je prône pas du tout le transat à aucun moment, sauf dans cette occasion, face aux enfants qui sont dans les refus alimentaires. Le fait de le positionner en transat, ou en tout cas dans une position avec le dos bien maintenu et d'être face à face, de pouvoir bien connecter les regards avec des grands sourires. Et en fait, l'objet là, c'est de venir créer une petite routine dans laquelle l'enfant va prendre plaisir. Donc il y a des sourires, on démarre toujours par la même petite comptine, voilà. Et à un moment donné, on peut présenter le biberon, on peut le poser sur la lèvre. S'il ouvre la bouche, on peut lui proposer, voilà, de rentrer le biberon, de le lever légèrement pour qu'il y ait un peu de lait qui coule. Et c'est tout. Enfin, je suis à l'écoute en fait de tous les refus. Et ensuite, on réenchaîne de nouveau avec des sourires, une comptine qui est chouette. Voilà. L'idée, c'est vraiment de créer quelque chose que l'enfant peut anticiper. C'est-à-dire qu'il sait que quand on se pose là et qu'on se met en face et qu'on fait un grand sourire, je vais passer un moment chouette. Donc c'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait de pression autour du Mm. biberon. Et on arrive souvent, quand il n'y a pas de problématique de succion, vers une meilleure acceptation. Parce que à partir du moment où on essaye de faire du maman, et ça c'est valable dans l'allaitement, enfin dans le fait de donner à manger à l'enfant ou dans le Ouais. sommeil, dans les rituels de dodo du soir, c'est pareil. Quand on essaye de faire du maman et qu'on n'est pas maman, ça marche pas. Mm. Du coup, il faut vraiment essayer de construire un nouveau rituel autour de ces moments-là. Et ça peut permettre effectivement petit à petit, voilà, d'inverser la balance parce que je suis en sécurité avec une personne que je connais qui fait toujours la même chose, que je peux anticiper. Du coup, je sais ce qui va se passer, je sais les étapes d'après de ce petit rituel-là et du coup, il y a plus de chances qu'il y ait une acceptation à ce moment-là. Mm. Peut-être si ça n'a pas été testé, en discussion avec les parents et selon les possibilités, de voir pour un autre contenant aussi. Je pense à la paille qui peut être plus Ouais. facilement acceptée. Mm.
La paille des 5-6 mois, ça marche bien en se mettant en miroir, du coup, soi-même avec une paille. S'il y a des grands frères, grandes sœurs ou d'autres enfants à la Mm. crèche, du coup, ça marche encore mieux. Voilà, ça peut être au gobelet, hein, du coup, les petits verres, taille petite verrine, petit shooter, pas plus large que la bouche de l'enfant, sinon ça va couler de chaque côté. En le tenant bien à la base, du coup, ça fonctionne. Aussi assez bien et dès tout petit, hein. Ça peut être utilisé dès la néonate, donc pour dire que voilà, on peut aller vers des contenants différents qui sont parfois mieux acceptés en première intention, effectivement. Jessica, que dire à des parents d'enfants de 2 ans pour qui les nuits sont compliquées depuis quelques semaines, où l'endormissement se passe dans les pleurs et les cris, où l'enfant a besoin d'être collé aux parents et finit dans le même lit, mais l'enfant ne dort pas forcément ou met 2 heures à se rendormir? Est-ce que c'est normal car j'ai beaucoup de parents dans ces cas-là? Alors, autour de 2 ans, on observe quand même une grosse période assez fréquente de perturbations autour des endormissements et des réveils nocturnes, quand bien même le sommeil n'a pas été un sujet avant. Et d'ailleurs, plus le sommeil a été facile avant, plus ces perturbations-là, elles sont difficiles pour les parents. Donc, que les endormissements soient un peu plus longs, un peu plus agités, c'est assez fréquent. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas mettre des choses en place pour les apaiser. Quand ça se passe dans les pleurs, la tension ou les cris, il faut comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que parfois il y a une insistance à l'autonomie, c'est-à-dire que cet enfant avant s'endormait très bien tout seul, je vois pas pourquoi aujourd'hui il n'y arriverait pas et donc je continue moi en tant que parent à essayer parce que j'ai lu que c'était bien, par exemple. Clairement, quand on a un endormissement qui est long, qui est agité à cet âge-là, il faut ramener de la sécurité. On revient à un endormissement accompagné si besoin, et c'est souvent le cas. Et quand l'endormissement accompagné redevient fluide, rapide, se passe bien, on peut remoduler un petit peu cette proximité-là. Et ça va également de toute façon apaiser les nuits, puisqu'on a toujours une nuit qui se passe mieux en ayant un endormissement accompagné et fluide qu'un coucher qui se passe dans les pleurs, les cris, la tension, etc. Donc là, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent interférer. Par contre, le fait qu'ils mettent 2 heures à se rendormir la nuit, effectivement, c'est à explorer. Il faut comprendre ce qui se passe pour cet enfant, d'autant plus qu'il est à ce moment-là en proximité avec ses parents Mm. de ce qu'on Mm. comprend. Donc là, ça nécessiterait d'aller explorer un petit peu tout ça. Marine, que dire à des parents dont l'enfant de 5 ans et demi fait des cauchemars de façon récurrente? Pas de changement à noter, rituel ok, environnement de la chambre aussi. L'enfant ne présente aucun trouble qui pourrait expliquer ses cauchemars. Il se réveille, appelle les parents, raconte son cauchemar et se rendort. Des cauchemars de façon répétée comme ça à cet âge-là, moi je serais plutôt d'avis de réorienter vers une psychologue voilà, spécialisée dans le développement de l'enfant pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se joue pour cet enfant, qu'il puisse se saisir de médiation en fait dans ces consultations et ces suivis-là pour pouvoir explorer un petit peu toute la dimension inquiétante de ces cauchemars et puis pouvoir trouver des ressources pour l'apaiser parce que là, à 5 ans et demi, on peut aussi beaucoup impliquer l'enfant de cet âge-là dans le fait de trouver de nouvelles ressources. Donc voilà, je pense que c'est bien, c'est plutôt dans ce sens-là que j'irais moi de mon côté, dans cette réorientation-là. Dans tous les cas, s'il y a des peurs qui sont exprimées, voilà, des choses autour de ça, en tant que parent, ils peuvent en tout cas les écouter, Mm. essayer de délimiter ces peurs autour, enfin avec l'enfant, en fonction de si c'est toujours le même cauchemar, Ouais, c'est toujours ça. la même. Enfin voilà, parfois c'est toujours le même objet. Mm. C'est toujours j'ai peur du loup, enfin voilà, ou j'ai peur d'un truc qu'on a entendu à l'école, mais ou d'un livre qu'on m'a lu, et du coup, si c'est toujours ce même monstre ou cette même peur qui revient, ça vaut le coup d'aller vraiment la délimiter. En fait, qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que tu peux me la décrire et il est comment ce loup? Voilà. Et Mm. ensuite, petit à petit, en fait, on va essayer de lui mettre quelque chose qui fera moins peur. Est-ce que ce loup, si jamais on l'habillait déjà, il ferait moins peur. Est-ce qu'on peut lui mettre une petite jupe à paillettes, à ton avis? Est-ce qu'on peut et finalement, quand c'est des peurs très précises comme ça, plus on va rentrer dedans, essayer
bien la délimiter. D'en dessiner les contours. Ouais, c'est ça. En fait, il y a plein de Ça choses va qu'on être. pourrait faire, mais comme c'est récurrent Voilà. et que Mm, ça vient très souvent, ça serait intéressant de réorienter. C'est mm, intéressant quand même de savoir ce mm. qu'il en dit. Est-ce qu'effectivement c'est toujours la même chose? Et on peut travailler autour des peurs après dans la journée. Comme disait Émilie, l'idée c'est vraiment de faire perdre de sa consistance à cet objet de la peur, de pouvoir aussi y jouer autour dans la journée. En fait, tout ce qui se passe la nuit, le soir, très souvent, ça s'explore quand même dans la journée. Mais voilà, il faudrait avoir plus de précision. Et quand c'est très récurrent comme ça, à ces âges-là, et que ça revient très souvent, c'est quand même intéressant d'aller l'explorer de façon spécifique. Avez-vous une recommandation de formation sommeil diplômante? Diplômante. Alors, en tant que diplômant officiel, il y a des DU. Du coup, il y a plusieurs DU en France, mais qui sont principalement à destination des médecins. Mm. Puisqu'en fait, ils vont vraiment s'axer sur toute la partie médicale, avec les lectures de polysomnographie. Voilà, donc nous, on en a une conjointe là qui fait Angers-Paris, mais je crois qu'il y en a une du côté de Lyon. Voilà, il y a plusieurs DU. Mais on est vraiment sur la partie très médicale, avec Médical. tout ce qui va être autour des syndromes d'apnée du sommeil, notamment. Voilà, enfin, si c'est une formation qui est plutôt avisée pour faire des consultations, du coup, il n'y a pas de diplôme officiel autour de ça. Voilà. On anime une formation, mais enfin, vous avez une attestation de formation à la fin de la formation, mais on peut pas dire que c'est pas comme un diplôme d'État ou comme un diplôme universitaire. Voilà. Mm. La formation qu'on anime avec Émilie, c'est une formation qui permet d'accompagner des familles, qui va être ancrée dans la théorie de l'attachement. Donc, on parle pas mal d'attachement et on parle aussi beaucoup d'allaitement pour le coup. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment ce triptyque sommeil, attachement, allaitement. On parle aussi des bébés qui ne sont pas allaités, mais voilà, il y a quand Mm. même une plus-value qu'à Émilie d'être consultante en lactation. Donc, on parle beaucoup de l'allaitement. Mais si vous avez des questions sur la formation, pour le coup, qu'on anime toutes les deux en binôme, vous pouvez les noter et on y répondra avec plaisir. J'avais une question concernant, alors c'est Chloé, une question concernant un bébé de 5 mois qui réclame plus souvent la nuit que la journée, toutes les 3 heures pétantes la nuit, donc très probablement un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. La journée, il ne réclame quasiment pas, il peut espacer 2 tétées de 5 heures sans souci. Ouais, c'est un bébé qui dissocie parfaitement le jour et la nuit. Il n'est pas du tout actif la journée, il l'est la nuit, il l'est parfaitement Ce en qui est journée. logique. Ouais. Ouais, et puis il y a vraiment toute la dimension du tempérament là qui rentre Mm. en jeu aussi. Mm. Il s'endort de manière autonome sieste et nuit, pas de difficulté particulière mise en évidence concernant le sommeil. Ouais. Effectivement, il y a des âges un peu charnières comme ça où l'exploration, voilà, ça passe avant tout le reste. Voilà, là c'est pas le cas, mais il y a parfois aussi des bébés qui vont vraiment peu dormir, du coup, qui vont peu téter, mais qui vont aussi peu dormir en journée pour explorer le monde. Voilà, il y a souvent du coup un développement moteur qui peut être assez rapide par rapport à son âge. Voilà, et donc de fait, il y a des rattrapages de tétés nocturnes parce que par contre, les bébés, eux, ils le font très bien téter et dormir en même temps. Il y a eu pas mal d'analyses sur le sommeil des bébés allaités et en fait, ils accèdent au sommeil profond même en tétant, ils se débrouillent très bien. Donc pour eux, c'est un peu transparent, c'est plutôt pour les mères Oui. que ça l'est moins. Donc quand c'est ça, en fait. Il faut vraiment essayer de ritualiser en journée des tétés dans un espace peu stimulant, un peu tamisé. Voilà, comme un rituel, quitte à lui proposer un petit truc occupationnel dans les mains, une petite voiture à faire rouler, un petit collier à manipuler pendant la tétée pour qu'il reste occupé. Pourquoi dans un espace un peu tamisé et peu stimulant? Parce que sinon, en fait, ils font des micro-tétés et ils Ils vont être à repartent. l'affût. Et du coup, voilà, souvent ça dure pas, ça dure pas dans le temps, hein, ce phénomène-là, mais effectivement, on peut avoir quand même ouais, cette petite inversion des tétés. Mm. Stéphanie, accompagnement de jumeaux, voire de triplés, il est dit un enfant par accompagnement.
Mais quand les enfants se réveillent entre eux, mais aussi alternativement, cela crée de multiples réveils et un épuisement parental. Comment accompagner au mieux? Alors moi, ça m'arrive quand même fréquemment d'avoir des accompagnements avec des fratries, par exemple, ou des jumeaux. Et en fait, je scinde pas. Je prends vraiment toute la dynamique familiale. On parle des deux enfants en même temps, de l'environnement pour ces enfants-là, des rituels, des stimulations pour ces enfants-là, de ce qui se passe en journée. On se voit deux fois du coup, mais à chaque fois, on parle vraiment des deux enfants parce que effectivement, il y a toute la dynamique familiale qui rentre en jeu et c'est difficile Mm. de scinder pour le coup quand on est face à des situations avec des jumeaux ou une fratrie, hein. Puisqu'il y a plein de choses qui se jouent dans le fait de bah, là, je peux pas l'accompagner, cet enfant-là, parce que j'ai besoin d'aller accompagner cet enfant-là, et du coup, comment je fais pour pouvoir accompagner ces deux enfants dans le respect de leur rythme et de leurs besoins. Donc, si la question vraiment, Stéphanie, c'est par rapport à la façon dont on peut accompagner, euh, nous, en tout cas, pour notre Oui, part, on va plutôt ensemble. accompagner la famille ensemble et s'intéresser à la dynamique familiale et pas juste à tel enfant puis tel enfant. Dis-nous si ça répond à ta question. Alors, bonjour, alors c'est Élodie. Élodie. J'accompagne l'allaitement d'une maman et sa fille. Elle a 4 mois. Sa fille est en crèche depuis 1 mois et demi. Alors qu'elle avait une prise de poids optimale au sein avant la crèche, depuis son entrée en crèche, sa prise de poids a ralenti. Elle prend le biberon de lait tiré sans souci. Chez elle, elle mange toutes les 3 heures avec papa ou maman, alors qu'en crèche, elle dort de 8 heures à 11h30 le matin, ce qui fait qu'elle saute une tétée, idem l'après-midi. Par contre, elle s'est mise à se réveiller la nuit alors qu'elle dormait depuis ses 1 mois et demi. La pédiatre a recommandé de réveiller à la crèche pour rajouter au moins une tétée le matin. Les parents ont proposé à la crèche de la sortir du dortoir pour qu'elle soit stimulée et que les réveils soient mieux perçus par les professionnels, car elle ne pleure pas quand elle se réveille. Ils ont essayé de le faire une journée, puis on dit que réveiller un bébé les dérangeait. Comment faire? Euh... Ouais. Alors, c'est quand même compliqué Mm. euh, de réveiller un bébé de 4 mois. Voilà, on est vraiment sur la mise en place du rythme de sommeil. Et donc, moi, j'aurais tendance à ne pas inviter à réveiller de l'assiette. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant quand même ici, c'est qu'il s'agit peut-être pas de réveiller, mais de repérer quand l'enfant Mm. est réveillé. Et que c'est vrai que parfois, certains bébés à la crèche vont ne pas faire de bruit. Du coup, ils vont attendre qu'on vienne les chercher. Donc, ça va plutôt être ça, en fait, c'est dans quelle mesure, dans cette structure, on peut essayer de voir, en fait, quand est-ce que ce bébé est réveillé pour ne pas, du coup, la laisser dans un lit alors qu'elle est réveillée, ce qui fait d'ailleurs sauter les tétés. Donc, voilà, souvent dans les crèches quand même, on a des petites portes des chambres qui sont un peu vitrées. Soit il y a des petits hublots ou il y a des petits rideaux. Dans la plupart des structures, enfin, il y a même un certain nombre de structures pour lesquelles on est obligé de faire des tours de sieste et tout Mm. ça. Donc, il y a normalement la possibilité de vérifier si l'enfant est réveillé ou pas réveillé et d'aller le chercher. Voilà, clairement, même si elle ne fait pas de bruit, elle doit bouger un petit peu dans son lit. Donc ça va plutôt être là-dessus. Et Euh, puis si c'est du lait maternel qui est tiré, il me semble que c'est ça. ouais, Peut-être qu'on peut essayer de rajouter sur les temps d'éveil une prise de lait en ouais, dehors du temps de sommeil, quoi. c'est ça, on n'est pas obligé d'être rythmé Mm. voilà, sur toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures précisément. On peut donner des petites quantités entre les deux, si ça peut permettre de compléter un peu. Voilà, donc euh, bon. Après, quoi qu'il arrive, là, il faut remettre du dialogue avec la structure. Mm. Parce que la dernière phrase, c'est ils ont essayé de le faire une journée et on dit que ça les dérangeait. Donc, il faut essayer de remettre du dialogue avec la structure et essayer de trouver, en tout cas, ce qui va être le plus confortable pour cette petite fille. Voilà. Qu'effectivement, ils puissent, en tout cas, faire des petits tours.
À 4 mois, c'est pas déconnant de faire des petits tours pour voir si les enfants sont réveillés ou pas, ou s'ils Mm. respirent ou pas, d'ailleurs. Voilà. Et du coup, si elle est réveillée, d'essayer ouais, de la lever à ce moment-là. Mm. Mm. Naomi, bébé entre 6 et 12 mois qui ne fait que des siestes de maximum 30 minutes. Est-ce que vous auriez des solutions? On a testé portage poussette, sieste avec maman, entre autres. Je sais pas si les siestes en portage ou en contact, elles sont plus longues ou pas. Ça serait intéressant. Les siestes assez courtes, elles sont quand même fréquentes, entre 4 et souvent 7, 9 mois. Quand la fréquence, enfin quand on a un bébé qui peut tolérer plus d'éveil et donc baisser sa fréquence de sieste, on a souvent alors des siestes qui s'allongent. Il faut aussi regarder c'est court pour qui. Est-ce que ces siestes, elles sont courtes pour bébé parce que quand bébé se réveille, on voit, c'est un bébé qui est chafouin, qui peut très vite se rendormir au contact, on voit clairement que c'était pas suffisant. Ou est-ce qu'on a un bébé qui se réveille au bout de 30 minutes avec grand sourire dès qu'il voit la personne qui s'occupe de lui, il interagit rapidement et on repart sur un temps d'éveil plutôt de qualité. Parfois, on a des siestes courtes qui peuvent être aussi plutôt cohérentes par rapport au rythme de bébé. Ça vaut le coup d'aller regarder effectivement le rythme. On peut aussi avoir des bébés qui sont couchés dès les premiers signes de fatigue dans cette inquiétude de manquer ce moment du dodo ou l'inquiétude qui peut être souvent présente quand même de je veux pas que mon bébé manque de sommeil et donc je suis un peu en hypervigilance et dès que je vois un premier signe de fatigue, je propose le dodo à mon bébé. Si on a un bébé qui a un tempérament plutôt adaptatif à partir du moment où il a son rituel, qu'il est accompagné de la bonne façon, bon, même si c'est pas le moment le plus opportun, je m'endors. Et donc, si on a comme ça des temps d'éveil qui sont relativement courts, passé 6 mois là, et qu'on a que des siestes de 30 minutes qui rebouclent, ça vaut le coup de regarder si c'est toujours adapté au rythme de ce bébé. Et puis enfin, quand c'est le cas, quand tout est plutôt adapté et qu'on a des siestes comme ça, courtes, avec un bébé qui semble un peu chafouin quand même, moi j'aime bien proposer aux parents d'intervenir avant le réveil. C'est-à-dire que si on sait qu'on a un bébé qui se réveille au bout de 30 minutes, 2, 3, 4 minutes avant, on va aller à pas de velours dans la chambre, retourner en contact avec ce bébé, sans être forcément visible directement en termes de contact visuel, parce que ça peut majorer pour le coup ce réveil et être stimulant. Revenir en contact avec ce bébé et puis venir stabiliser avec une main, un peu de bercement, des chuchotements, une respiration forte. Et puis au fur et à mesure, quand on peut stabiliser comme ça le sommeil avant le réveil, avant même le réveil, on va avoir une intervention progressivement de moins en moins appuyée. Je vais avoir que ma main, ma respiration, mais je vais plus avoir besoin d'avoir des petits bercements dans le lit. Et puis je vais avoir plus que ma main, où je vais pouvoir être juste présente et juste ma respiration va accompagner bébé, le sécuriser, et puis jusqu'à pouvoir ne plus intervenir. Donc voilà, ça vaut le coup de d'aller regarder 2, 3 éléments avant de se dire que ces siestes, elles sont problématiques et puis voir comment on peut intervenir en amont, effectivement. C'est ce que les parents ont essayé de faire, mais elle s'endort Non, sur les parents. c'est pas celle-ci. C'est pas Ouais. celle-ci. Ça, c'est la petite fille de 2 ans Ah oui. qui se réveille dès qu'on la pose. En fait, alors, je relis du coup pour ceux qui seront en replay, qui a précisé que pour la petite fille de 2 ans qui avait besoin de proximité à l'endormissement et qui éveille la nuit, du coup, les parents ont essayé de l'accompagner, mais elle s'endort sur eux et dès qu'ils la posent, elle se réveille à nouveau. En fait, Mm. effectivement, c'est ce que tu disais, en fait, on est sur un âge un peu charnière avec à la fois beaucoup de prise d'autonomie sur plein de plans en fait en journée, ce qui entraîne très souvent de la fragilité sur le sommeil, avec du coup une difficulté à se retrouver tout seul dans la chambre, ne pas vouloir s'endormir, l'endormissement. Du coup, Ça continue. des petits jeux. Voilà. L'objectif n'est pas de mettre de l'autonomie à l'endormissement à tout prix, en fait. C'est d'abord de venir bien stabiliser le rituel d'endormissement,
que elles se sentent en sécurité, du coup qu'elles se réendorment vite, que ça soit fluide en fait et sans crainte et voilà. Et Mm. dans un deuxième temps, en fait ensuite on va pouvoir de nouveau graduellement en fait repartir de la chambre, faire des allers-retours, ritualiser. Après, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle a comme lit, cette petite fille? Mm. Est-ce qu'elle s'endort sur les parents et on la pose dès qu'elle se réveille? Est-ce qu'elle est encore dans un lit à barreaux? Ce qui nécessite effectivement d'avoir ce challenge-là de Mm. pouvoir poser cet enfant. Et dans ces cas-là, passer au lit au sol serait a priori plutôt adapté. Ou est-ce que malgré le fait qu'il y ait un lit au sol, elle ne peut pas être accompagnée tant qu'elle n'est pas sur son parent? Et pareil, le fait que chaque réendormissement soit long, si l'environnement de sommeil est adapté, dans ces cas-là, on vérifie quand même qu'il n'y ait pas un inconfort du côté physique. Et moi, j'irai clairement creuser sur toute la dimension très émotionnelle liée au sommeil, voir voilà, depuis quand, est-ce qu'il y a un événement qui a pu être relié, comment se passent les séparations, comment se passent les interactions dans la journée. Voilà, là, pour le coup, c'est assez vaste, mais c'est une dimension qu'il faut prendre en compte. Marine, j'ai également le cas d'une famille avec une aînée de 3 ans et demi. Ils étaient en difficulté lorsqu'elle était bébé et ont fait appel à une consultante sommeil qui les a accompagnés vers un endormissement au sommeil, avec endormissement autonome, etc. Gros échec et mise en difficulté des parents. Ouais. Petite fille qui semble avoir finalement un tempérament anxieux et verbalise le fait qu'elle ne veut pas dormir seule. Dort toutes les nuits avec le papa, arrivé du deuxième bébé depuis 9 mois qui dort en chambre parentale. Comment accompagner cette famille pour que l'aîné dorme seule dans sa chambre, car souhait de la famille? Là, il nous faudrait 1 heure et demie. Euh, ouais, c'est super vaste comme question. Il faut comprendre pourquoi c'est dur. Pourquoi c'est dur de dormir, pourquoi cette petite fille, elle veut pas aller dormir, qu'est-ce qui peut être inquiétant pour elle, quels sont les enjeux de ses parents et comment les aider à retrouver des ressources, parce qu'en plus, là, effectivement, il y a eu l'arrivée du deuxième bébé. Et puis il y a certainement besoin de venir sécuriser là un peu ce qui se passe autour du dodo parce que de ce qu'on lit, ils ont dû vivre peut-être un peu de propositions autour d'un entraînement peut-être au sommeil ou voilà, bébé, on Ah, c'est encourage écrit. Ouais, c'est écrit entraînement au sommeil ici, un entraînement au sommeil. Ouais, donc ben, voilà, clairement qui les a mis en échec. Ouais. on a sûrement besoin de venir sécuriser un peu Mm. tout ça, peut-être de pouvoir reposer des mots aussi auprès de cet enfant. Mm. Et de pouvoir se dire, voilà, aujourd'hui, on a compris que tu avais besoin d'être accompagné pour le moment, et donc on va t'accompagner. Et en même temps, on va sécuriser d'abord cet endormissement, ce dodo accompagné, pour ensuite vraiment petit à petit remoduler cette proximité, qui peut être juste sur une partie de la nuit, puis le parent rejoint après, ou alors bah, on dort toujours ensemble, mais on est petit à petit un peu plus éloigné, un peu moins collé. Il y a plein de façons de faire finalement pour accompagner cette famille, mais il y a a priori besoin d'abord de ramener de la sécurité et de comprendre quelles sont les inquiétudes qui peuvent être liées au sommeil. Je sais pas si tu veux compléter. Je voudrais revenir sur l'entraînement au sommeil. Mm. En fait, dans chaque pays, il y a un peu la figure mythique de consultante en sommeil qui fait de l'entraînement au sommeil, avec toujours un peu la même méthode, hein, du coup, qui consiste en poser un rituel très autonome et en se disant que en insistant tous les jours, même si l'enfant pleure, donc c'est plus ou moins graduel, hein, mais très souvent on retrouve le fait que bah, peut-être l'enfant va vomir, peut-être que Mm. ça va durer très longtemps, qu'il va pleurer beaucoup, voilà. En tout cas, il y aura un certain nombre de choses, et puis que ça va se mettre en place. Le problème de ces méthodes-là, effectivement, c'est qu'elles peuvent mettre à mal beaucoup certaines familles et certains enfants, et du coup, on vient ajouter énormément d'insécurité quand on est face à des enfants comme là qui étaient déjà anxieux et pour lesquels c'était déjà difficile. En plus, bah, comme on a essayé de les entraîner à ne pas intervenir pendant X minutes, voire heures, enfin, ça dépend un peu du programme qui a été pratiqué. Du coup, on est face à des enfants qui sont encore plus en résistance face au sommeil. Euh, donc voilà,
c'est évidemment des programmes qui s'adaptent pas en fait à chaque vécu familial. Donc là, on aurait tendance à aller effectivement d'abord vers de la Mm. sécurité émotionnelle. On peut remettre aussi du confort aussi pour les familles, hein, Ouais. effectivement autour de ça, pour ensuite, à partir de cette base de sécurité, en fait, on arrive à faire beaucoup plus de choses avec les enfants. Et puis travailler, faut regarder parfois des enfants anxieux le soir qui ont besoin d'être très collés. Ça vient s'exprimer aussi en journée. Et donc on travaille d'abord le fait de pouvoir s'éloigner psychiquement puis physiquement en journée, de permettre à cet enfant de tolérer un petit peu de délai aussi sur certaines demandes en journée. Voilà, il y a pas mal d'éléments qui se travaillent aussi d'abord dans la journée. En parallèle de tout ce qu'on travaille dans la journée, on peut venir sécuriser ce qui se passe à l'endormissement la nuit. Et de cette façon, ensuite, on peut davantage mettre en place. Ça permet aussi de travailler sur les ressources des parents avant, pour que quand on accompagne un changement, ils aient cette capacité de mobiliser des nouvelles ressources. Parce que là, de ce que j'entends, il y a aussi la dimension de fatigue parentale qui est assez prononcée. Et donc, si on va tout de suite dans quelque chose où on change la façon d'accompagner cet enfant, que cet enfant se sent pas encore en sécurité, ça va être difficile pour cet enfant. Les parents qui sont un peu à bout de ressources, ça va être difficile pour eux aussi, parce ils ont pas encore justement cet espace disponible pour mobiliser de nouvelles ressources. Camille Camille. demande, faut-il réveiller un enfant s'il fait plus de 3 heures de sieste dans l'après-midi? Puisque nous avons des enfants de 2 à 3 ans qui ont la capacité de dormir jusqu'à 3h30 l'après-midi, doit-on donc laisser les enfants dormir? Les parents affirment qu'ils dorment bien la nuit. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe à la maison. Si on a un enfant Si tout va qui bien. fait 3h30 de sieste l'après-midi, qui s'endort bien le soir et qui dort bien la nuit, on bouge pas. Tout va bien. On touche à rien. Mm. Si on a un enfant qui fait à 2-3 ans 3h30 de sieste l'après-midi et qui met 1h30 à s'endormir, qui s'endort à 22h30 tous les soirs, qui a du mal à se réveiller le matin, qui refait 3h30 de sieste l'après-midi, ça vaut le coup de regarder si la durée de la sieste, en l'ajustant, permet, pour une partie en tout cas, de réduire ce temps d'endormissement et se coucher. Mais voilà, s'il n'y a pas d'impact, Mm. touche pas. Il y a des petits dormeurs et il y a des grands dormeurs Ouais. à tous les âges de la vie. Donc effectivement, si tout va bien, on n'y touche pas. Marie-Lou, bonjour. Enfant de 1 an qui dort 2 siestes de longueur variable et qui est réveillé le matin vers 7h15, 7h30. Première sieste vers 9h45, 10h15. Ok. Et seconde entre 13h15 et 14h30 selon la longueur de la première. Faut-il réveiller l'enfant de la première sieste pour avoir une sieste plus consistante Ouais. sur la seconde? En fait, je coupe un peu la question en deux, mais ça dépend. Si si la sieste du matin se passe bien et que l'endormissement de la sieste de l'après-midi se passe bien, euh, il y a pas de raison de toucher à la durée de la sieste du matin. Mm. Là, à 1 an, on est sur un rythme de 2 siestes de toute façon, donc a Mm. priori, non. Après, ça dépend, effectivement, on n'a pas la durée de sieste. Si la sieste du matin est longue et qu'on propose un coucher relativement tôt après la première sieste du matin, c'est certainement juste le moment de proposition de la sieste de l'après-midi qu'il va falloir voilà, réadapter un petit peu. Et le coucher du soir. Le soir, il est couché vers 20h. Le temps d'éveil varie entre 4 et 6 heures. 6 heures, ça fait beaucoup à 1 an. Ouais. Et peut s'écrouler au sein ou au contraire que ce Mm. soit long. À Ouais. cet âge-là, la moyenne Mm. générale, mais c'est une moyenne d'observation à individualiser hein, en fonction des observations parentales, des signes de fatigue, de ce que cet enfant a vécu dans la journée, de sa fatigabilité, etc. C'est plutôt 4 heures, 4h30 entre la dernière sieste et le coucher. Donc effectivement, si le temps d'éveil est très long, c'est peut-être que la sieste de l'après-midi n'a pas pu se faire ou a été très courte. Auquel cas, si elle a été très courte, est-ce que c'est parce qu'elle a été proposée trop tôt après la première sieste? Voilà, c'est que des hypothèses parce que du coup, il nous faudrait un peu plus d'éléments. Donc peut-être qu'il y a un ajustement à faire sur le rythme de cette deuxième sieste. Mais a priori, enfin là, à 1 an, on est sur un rythme de 2 siestes. Euh,
ou au contraire que ce soit long, bah, ouais, là, c'est pareil en fait, Mm. hein, ça dépend du rythme. Il faudrait. Ouais. Les nuits sont bonnes, il y a un ou deux réveils tout tétés. A priori, c'est revoir le rythme des siestes, notamment de cette deuxième sieste, parce que la sieste du matin, elle a l'air de plutôt bien se faire. Mm. De ce que je comprends, c'est plutôt la sieste de l'après-midi. Est-ce que les endormissements sont faciles et quelle est cette durée de sieste? Parfois, quand on a une sieste du matin qui est assez longue, on a juste besoin de décaler un petit peu la sieste de l'après-midi. Et si elle est plus courte, comme elle est décalée, c'est pas grave, on a un enfant qui dort plutôt bien le matin, moins l'après-midi, mais un petit peu plus tard. Et donc, du coup, on a un temps d'éveil adapté en soirée. J'espère que ça répond à votre question, Marie-Lou. Ça, on a vu. Bon, c'est pas le même chemin. Bonjour, alors, Chloé. Bonjour, je travaille en CAMS, je suis puéricultrice, j'accompagne une petite fille de 2 ans, endormissement assez facile, besoin d'un de ses parents, mais s'endort en quelques minutes, ok? Se réveille entre 23 heures ou plus tard, finit dans le lit de ses parents et se réveille encore beaucoup de fois pour téter. Ne s'endort pas au sein le soir, s'endort assez tard, vers 21h30. Mes parents disent que s'il la couche plus tôt, elle se réveille ensuite et reste réveillée au moins 2 heures. Les nuits ont toujours été difficiles. Ouais. Tu réponds? En fait, là, il nous manque le rythme de journée pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Du coup, petite fille de 2 ans, donc il y a probablement encore une sieste. Et donc, sans savoir ce qui se passe en journée, on peut difficilement accompagner sur la nuit. A priori, elle s'endort bien le soir, donc la sieste semble quand même plutôt adaptée, mais on ne sait pas, elle s'endort bien à quelle heure finalement, ou en tout cas autour de quelle heure. Le réveil en deuxième partie de nuit, c'est assez fréquent quand même à 2 ans. Mm. Par contre, le fait qu'elle se réveille encore beaucoup de fois pour téter ensuite, c'est qu'elle a certainement besoin d'avoir recours à la succion pour stabiliser son sommeil, et là, c'est intéressant d'explorer ça pour le coup. Donc voilà, soit, ouais, c'est des hypothèses quoi. Peut-être qu'il n'y a Mm. pas de sieste ou presque pas de sieste, qui fait qu'effectivement elle s'écroule et elle s'endort très très vite. Mais du coup, euh, ça explique aussi que ça se fractionne hein, derrière. Euh, ouais, C'est difficile là de c'est très d'émettre dur. des Ouais. hypothèses sur ce type de situation sans avoir plus de détails. Mm. Anne-Gaëlle, est-ce que vous préconisez l'enfant se réveille ou il s'endort? Ou l'enfant peut s'endormir dans les bras, par exemple, et se réveiller Ah dans oui. son lit? Est-ce qu'on doit... En fait, à ce jour, il n'y a aucune étude qui montre un lien de causalité entre la façon dont on s'endort et la façon dont on se rendort. Moi, j'aime bien prendre le même exemple. Ça, c'est pour le côté un peu illustration. Un bébé qui s'endort d'habitude au sein avec maman et qui ce soir-là, maman n'est pas là, il s'endort dans les bras avec papa. Quand ce bébé va se réveiller à 2 heures du matin et que maman va arriver pour la tétée, il va pas faire des pieds et des mains pour aller dans les bras de papa. A priori, la tétée avec maman, ça va bien se passer. Le contexte hormonal est différent en fonction du soir ou de la nuit. L'environnement est différent aussi. On a aussi un enfant qui peut s'endormir tout seul dans son lit le soir parce que cet enfant est plutôt adaptatif, a développé plutôt rapidement des petites stratégies d'autorégulation qui l'aident. Ouais. Il y a, on entend un peu papa et maman parler, il y a un peu de bruit ambiant, ça me rassure. Et puis par contre, à 2 heures du matin, quand j'ai un micro-réveil où là, pour le coup, je perçois un noir complet parce que le soir, même si c'est le noir dans ma chambre, voilà, il y a un petit filet de lumière qui passe. J'entends plus rien non plus à 2 heures du matin. Bah là, ça devient plus inquiétant pour moi. Et donc, j'ai un système d'attachement qui s'active. Et donc, je vais avoir besoin de retourner à la proximité. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de règles sur ce sujet. On observe des enfants qui s'endorment tout seuls et qui se réveillent la nuit et qui ont besoin de proximité. Et puis, des enfants qui peuvent s'endormir au sein, dans les bras, accompagnés dans leur lit et qui, finalement, se réveillent plutôt peu, voire pas pour certains. Donc, nous, on va plutôt partir du principe de sécuriser les endormissements, d'accompagner les parents à accompagner leur enfant dans ce qu'ils trouvent le plus cohérent aussi pour leur enfant.
en fonction des besoins de chacun aussi. Il y a des parents pour qui ça va. Je prends le cas de l'endormissement au sein, par exemple. Il y a des mamans qui adorent ce moment, qui le trouvent très agréable, c'est facile, ça me va bien. Par contre, effectivement, s'il y a besoin systématiquement de ressortir bébé du lit, de faire une tétée, j'arrive pas à le poser, on reboucle sur le lit, discuter du lit. Bah, il y a une autre maman, par exemple, qui va dire, bah ouais, mais moi, ce moment-là, j'ai plus trop envie que ça se passe comme ça. Et dans ces cas-là, on va pouvoir emmener des transitions progressivement. Mais on va pas chercher à tout prix un endormissement dans le lit et un endormissement autonome pour avoir des nuits de meilleure qualité. On arrive tout Mm. à fait, voilà, c'est vraiment le haut de l'iceberg qu'on voit souvent, alors que finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'autres facteurs. Quand il y a des réveils très fréquents, c'est rarement le fait que cet enfant s'endorme dans les seins, au bras ou dans son lit. C'est plutôt lié à l'environnement, au rythme, aux émotions de chacun, voilà, aux stimulations qu'il peut y avoir dans la journée. Il y a tous ces autres facteurs qui sont plus importants à prendre en considération. Mais on est effectivement face à un mythe autour du sommeil qui n'a Mm, pas de fondement scientifique, mais qui est extrêmement présent, qui est mm, repris à plein d'endroits en fait, et qui peuvent mettre les familles à mal parce que certaines familles vont dire, bah, je savais pas que c'était pas bien pour mon enfant et je l'ai laissé s'endormir au sein. En fait, faut vraiment se dire que tout est mis en œuvre hormonalement pour que les nouveau-nés s'endorment au sein et qu'ils puissent accéder rapidement à du sommeil. C'est pas les mamans qui mettent en place une mauvaise habitude. Et donc effectivement, ça vient plutôt mettre en difficulté certaines familles de dire ça en fait. Et on mm. peut rajouter du confort, effectivement. Nous, on a pris le parti, ça fait déjà longtemps qu'on fait des consultations, où on prend le parti de rajouter du confort sur la nuit, en fait, même si l'endormissement est toujours accompagné. À partir du moment où tout le monde dort mieux sur la nuit, déjà, ça va beaucoup mieux. Alors que si on rentre dans une lutte sur un endormissement autonome à tout prix, finalement, on se rend compte que ça vient fragiliser l'ensemble du sommeil et que c'est pas bénéfique euh, Et au après, c'est sommeil. pas un gros mot non plus, cet endormissement autonome. On À y va, bien partir du sûr. moment où on a un bébé Mm. qui va bien, les endormissements accompagnés se passent bien et qu'on a envie de l'encourager un peu autrement, ben on y va, mais par contre, on y va en douceur et on n'insiste pas et on module. Je vois qu'il est 13h30, on va pas prendre de nouvelles questions. Si vous en avez sur la formation qu'on donne avec Émilie, vous pouvez les mettre. Le lien vers la Ah formation. oui, alors, On peut répondre aux on peut questions sur la répondre à formation. ça et puis je mets mes Alors, pour les questions sur la formation, donc c'est une formation qui est en visio, effectivement, du coup sur 8 jours répartis, plus 2 matinées de supervision qui sont à distance de la formation, qui permettent de revenir du coup sur les consultations de certaines, voilà, ou bien nous on repartage des cas cliniques s'il y a besoin, et ça permet d'avancer. Le but de ces 8 jours, c'est d'être complètement outillé pour pouvoir démarrer ces consultations au sommeil. Donc, il y a toute une partie théorique, bien sûr, sur la physiologie du sommeil, voilà, et différents sujets que tu as pu évoquer. Mais si elle est aussi longue, c'est aussi parce que on a 2 jours où on va reprendre les situations les plus courantes en consultation. Donc, un certain nombre qui ont été évoqués ici, mais pas que. Et du coup, on les travaille en fait en formation afin de se sentir outillé. Et puis on fournit pas mal de documents du coup pour pouvoir démarrer ces consultations avec pas mal de fiches pratiques et d'outils pour les familles. Voilà, du coup ça peut répondre un peu à cette c'est question. en visio systématiquement avec nous deux, avec des échanges. C'est Ouais, pas, voilà, c'est en échange. en direct. En direct. Voilà. Je vérifie juste que je ne me suis pas trompée dans l'écriture du lien et je vous envoie ça. Le fait qu'on ne soit pas certifié BCLC, est-ce que ça freine des mamans? Alors, le prix de la formation et les financements possibles. Le prix, il est sur le lien que je vous ai envoyé. Les financements, alors, il y a le FIFPL Ouais, pour euh, l'emploi. qui est possible. Il peut y avoir des financements Pôle emploi si ça correspond à la Mm. situation. Des financements OPCO aussi, Ouais, parfois. ouais, OPCO pour les structures. Ouais, Camille, elle avait eu son OPCO. Non, c'était FIFPL. Attends, FIFP. Ouais. Non, elle a eu OPCO aussi par exemple Ah pour les oui. microcrèches. Ah oui, bah oui, il y Ouais. a eu un petit peu des deux. Même celles qui sont en RSAI, les micro-crèches, si jamais vous êtes en RSAI pour certaines structures, peuvent demander des financements OPCO. Alors ça couvre pas la totalité de
de la formation, mais si vous êtes en libéral entre le FIFPL et les OPCO, ça peut permettre. Le Euh, FIFPL, il faut remplir le dossier au moment où on commence la formation. Donc en fait, il faut quand même faire le financement et ensuite le FIFPL vous en rembourse. C'est une bonne partie, hein. Il me semble que c'était quasiment la moitié la dernière fois pour Camille, mais j'ai un petit doute, je ne saurais plus dire la somme exacte. mm, Si besoin, vous pourrez revenir vers mm. nous, vers Flora, et puis on... L'an dernier, c'était 800 €, je crois, la prise en charge. Ouais, c'est certifié Calliope, Oui, oui, Sabine. oui, oui, c'est un organisme de formation certifié Calliope, c'est ce qui permet du coup les financements, sinon c'est pas possible. Et il y a effectivement une formation allaitement qui n'est pas animée par nous, mais qui est complète aussi, effectivement, et qui permet de développer pas mal de pratiques cliniques aussi. Voilà. Claire, elle nous dit que sa spécialiste sommeil local est culpabilisante sur l'endormissement au sein. Moi, j'aime bien dire aux parents, hein, vous avez une petite poubelle mentale dans la tête et en fait, vous prenez, parce que là, il y a beaucoup d'informations autour du sommeil du bébé et du jeune enfant et c'est super, mais bah, parfois, il y a des infos et des conseils qui mettent les parents dans des grands doutes aussi et dans beaucoup de culpabilité. Et j'aime bien leur dire, voilà, vous avez votre petit entonnoir quand ça fait sens pour vous, même si ça vous chamboule un peu, mais que ça fait sens pour vous, pour votre enfant. Vous gardez et le reste, poubelle mentale. Et on pense à la vider de temps en temps. Mais voilà, Mm. effectivement, C'est effectivement le problème de tous ces métiers, en fait, hein, c'est que la question de tout à l'heure, est-ce qu'il existe une formation diplômante? Bah, en fait, non, parce que du mm, coup, les DU en sommeil de l'enfant ne visent pas à faire de la consultation sommeil. Et donc, bah, ça ouvre la porte, effectivement, à beaucoup de personnes qui ne sont, qui ont peu de formation, en fait, en petite enfance, déjà, en accompagnement des familles, voilà, qui sont pas professionnels, de métier initialement. Et mm. du coup, bah, c'est compliqué, ouais. Merci Mm. Sabine pour votre petit mot. Merci pour votre retour. Dans quelle mesure votre formation s'appuie sur des bases scientifiques? Dans la formation, effectivement, on fait le tour de pas mal d'études, que ce soit sur le sommeil de l'enfant, sur les dites méthodes également d'entraînement au sommeil, par exemple, sur les études qui peuvent exister sur les rituels, sur les différentes façons d'accompagner l'endormissement, sur la physiologie du sommeil, sur les bruits blancs, enfin voilà. Dans chaque module, sur l'attachement également. Dans chaque module, il y a une partie effectivement où on vous donne Les toutes les articles ressources et associés. les articles associés et les ressources Mm. des études sur lesquelles on s'est appuyé. Mm. C'est effectivement un parti pris à chaque fois de ne pas faire d'affirmations qu'on ne peut justifier par des études Mm. réelles, enfin voilà, qui sont référencées, PubMed ou Cochrane, et qui permettent effectivement d'avoir un peu plus de recul, et ça permet de prendre un pas de côté effectivement avec un certain nombre de mythes qui circulent autour du sommeil. Mm. Ouais, il y a une biblio hein, de toute façon qui est donnée à la fin, toutes les ressources. On est passé à côté de certaines questions, Ouais. mais l'heure, elle avance vite. J'ai pas compris. Alors, on n'a pas votre prénom, mais le fait qu'on ne soit pas certifié IBCLC, est-ce que ça freine des mamans? Je sais pas si c'est par rapport à l'accompagnement, à la formation, à l'accompagnement sommeil, aux accompagnements allaitement. Moi, c'est mon activité principale. Je suis consultante en lactation IBCLC et je fais aussi des consultations sommeil de l'enfant. Mais du coup, voilà, c'est mon activité principale et je pense qu'effectivement, être certifié, il y a un plus euh, quand on fait que ça, principalement. Voilà, et sinon, à côté de ça, je suis formatrice. Donc voilà, Marion, pour ta part, tu fais pas de consultation d'allaitement, donc Non. t'es pas IBCLC. De toute façon, il faut faire, enfin, faut justifier au moins de 1000 heures d'accompagnement pratique pour pouvoir avoir la certification. Donc, par défaut, voilà. Donc, pour le sommeil, c'est pas nécessaire. Voilà, mais d'avoir une formation. D'avoir une formation Oui. allaitement, c'est bien. Et puis, moi, j'ai une formation allaitement classique, mais par contre, quand j'ai des situations qui sont vraiment centrées sur des... Je sens qu'il y a des problématiques qui ont besoin d'être explorées vraiment de façon spécifique, je renvoie vers Émilie, en fait. Pour le coup, il faut pouvoir effectivement réorienter vers les personnes adaptées, quoi. Ah oui, ouais, ouais. Mais Oui. les DULEM, c'est une formation. Excusez-moi, je peux pas parler du DULEM. Mais pour être effectivement consultante en lactation, on est soit IBCLC, soit on a fait le DU, du coup, qui est à Lille principalement. Enfin, il y en a Mm. quelques autres maintenant, mais le DU principal, du coup, en lactation humaine, il est à Lille. Et oui. Euh, Bébé 2 mois, si papa souhaite donner un bibe la nuit,
préconisation d'1 heure pour garder la tétée de fin de journée. Je sais pas si c'était une réponse rapide à cette question ou pas. Bah en fait, non, j'ai pas de préconisation Mm. d'heure. Il faut voir ce qui est déjà le plus confortable pour cette famille. Et puis souvent, parce qu'il n'y a pas d'âge de l'enfant aussi, donc je suis un peu en difficulté. Sur les relais, effectivement, relais de papa qui donnerait un biberon à bébé pour permettre à maman de dormir. Bon bah on sait que sur la deuxième partie de nuit, quand on est face à des petits bébés dans les premières semaines de vie, la tétée qui est en deuxième partie de nuit, là, entre 3 et 6 heures du matin, du coup, elle est très utile pour la prolactine et pour le maintien de la lactation. Ça veut dire que si on la fait sauter en donnant un bib et que maman ne tire pas son lait, du coup, bon, ça peut avoir un petit impact sur la lactation. Donc, en première intention, j'aurais tendance à dire de conserver celle-ci. Voilà. Après, si c'est un bébé qui dort déjà sur cette plage horaire, enfin voilà, faut aussi voir un petit peu Mm. dans le rythme de ce bébé. Pour terminer, il y avait juste une question sur les bébés prématurés. Donc effectivement, hein, on prend en compte l'âge corrigé et après, ça dépend beaucoup de la prématurité Oui. par rapport aux différences sur le sommeil. Mm. Donc c'est plutôt du cas par cas. Ouais, c'est ça. On sait que effectivement, être un bébé né grand prématuré est un facteur de risque de plus de troubles de sommeil. Mm. Voilà, parce qu'aussi dans l'établissement des rythmes de sommeil, bah, il y a eu des bruits, des interventions, des soins qui ont pu perturber du coup l'accès au sommeil profond de ces petits bébés-là. Même si aujourd'hui, avec le NIDCAP et un certain nombre de choses qui se mettent en place dans les services de néonat, ça vise effectivement à mieux prendre en compte les rythmes de sommeil. Mais on sait que c'est un facteur de vulnérabilité, effectivement. Mm. Je crois qu'on a réussi Ouais. à répondre à toutes les questions à peu près. Si on en a loupé, ben, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vais remettre le lien du coup en bas de la formation s'il y en a certaines qui l'ont loupé et si vous voulez Mm. aller voir. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, vous pouvez contacter Flora sur Mille et une tribus ou voilà, nous contacter l'une ou l'autre. Je sais pas si Mm. Émilie ou la... C'est quoi ton nom? Émilie, Émilie Soriol, ouais, IBCLC Émilie Toriel-IBCLC. sur Instagram. Et Ouais. moi, c'est Grandir et Devenir, pareil, sur Instagram. Donc voilà, s'il y a besoin, avec plaisir d'échanger. Merci pour toutes vos Merci questions pour qui vos étaient riches retours aussi. aussi et vos retours. Ouais. Et puis, on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et puis peut-être à bientôt. Merci à tous.